Maintenant, on va parler un petit peu de l'actualité, d'une actualité plus brûlante en attendant Jean-Marie Le Pen, et notamment de ces manifestations. Des manifestations spontanées, comme disait la journaliste de TF, je ne sais pas si c'est TF1 ou M6, enfin je ne sais plus quelle chaîne de télévision, qui le soir des résultats a dit les Verts, elle était donc chargée de suivre les résultats chez les écolos, et elle a dit Noël Mamère vient de décider d'organiser une manifestation spontanée. Organisons l'anarchie. C'est une méthode typiquement stalinienne qui consiste à organiser des manifestations spontanées, donc qui sont parfaitement spontanées et très bien organisées. Bien absolument, parce que, à mon avis, il faut qu'elles soient bien organisées spontanément, parce qu'il faut quand même dessiner toutes les banderoles. Voilà, et on a pu voir d'ailleurs que ces banderoles étaient soigneusement imprimées. Bien sûr. Et soigneusement calligraphiées. Et chose curieuse, alors là je ne sais pas qui était là pour les faire, mais il n'y avait pas de faute d'orthographe, ou très peu. La croix gammée était naturellement à l'envers, mais enfin ça c'est de rigueur. C'était un imprimeur professionnel. Oui, c'est probablement ça. Je vous dis, la seule chose qui montrait quand même un certain amateurisme, c'était la croix gammée qui était à l'envers, qui était sinistrogire, enfin dextrogire plutôt, alors que la vraie, je le signale aux amateurs, est sinistrogire. En fait, il faut bien reconnaître que ces manifestations, elles n'ont que l'importance que les médias leur donnent, parce que on nous dit, il y a 100 000, tous les jours, on nous apprend tous les soirs qu'il y a 100 000 jeunes qui ont défilé dans toutes les villes de France. Alors d'abord, ça ne veut pas dire qu'il y a 100 000 jeunes dans chaque ville de France, ça veut dire 100 000 jeunes en tout dans les villes de France. Et en fait, les 100 000, à mon avis, on peut facilement réduire de moitié, voire des 2/3, pour approcher la réalité. Et sur ces probablement 30 000 jeunes qui défilent, il y en a plus de la moitié qui sont à l'évidence, il suffit de regarder les manifestations, qui sont des jeunes qui n'ont pas le droit de vote. Il s'agit donc de collégiens, parce que maintenant, quand on n'a pas le droit de vote, on est collégien, puisque pour entrer au lycée, maintenant, il faut avoir au moins 18 ans. Hein. Le bac, c'est vers 25-26 ans. Bac plus 10, c'est 5 ans à la retraite, maintenant. Donc, ces jeunes, qui, comme l'a dit Le Pen, ferait mieux d'être chez eux à faire leurs devoirs. Mais quand ils sont chez eux, ils font pas leurs devoirs, ils regardent la télévision, ils jouent avec des jeux vidéo. Pourquoi ils sont dehors? Parce qu'il fait beau. Parce qu'il y a un beau soleil et que donc c'est beaucoup plus marrant de se balader dans la rue en se prenant pour des résistants, comme dirait M. Arditi. Vous savez que le soir des résultats, M. Arditi a dit maintenant il faut entrer en résistance, et il a dit 3 fois, et il y a un journaliste qui lui a dit mais qu'est-ce que vous allez faire pour entrer en résistance? Et il a dit pour la première fois de ma vie je vais voter Chirac. Donc c'est facile, maintenant si vous voulez avoir la médaille de la résistance, avant il fallait avoir de la famille chez les Francs-Mac, maintenant si vous voulez la médaille de la résistance il faut voter Chirac, c'est quand même encore plus simple, hein. C'est comme en Corse. Je connais les compagnons de la Libération qui ne voteront jamais Chirac. Oui, mais eux, ils ont la vraie médaille de la résistance. Mais maintenant, c'est la médaille de la résistance en chocolat. Donc, en Corse, dans le temps, vous savez, il y avait un truc, quand il y avait 2 candidats qui étaient rivaux dans une élection, un des candidats se mettait à la porte avec deux cartons. À gauche, il avait les chaussures gauche, à droite, il avait les chaussures droite. Et il donnait au gars qui entrait les 2 bulletins de vote, le sien et celui de son adversaire, plus la chaussure gauche. Et il disait, en sortant, tu me rendras le bulletin de l'adversaire, je te donnerai la chaussure droite. Hein? Et alors maintenant, donc vous entrez, vous prenez le bulletin de vote Le Pen et le bulletin de vote Chirac. En sortant, vous rendez le bulletin de vote Le Pen, ça veut dire que vous avez voté Chirac, à ce moment-là, vous avez droit à une médaille de la résistance. C'est quand même très, très, très commode. Et donc, ces gosses manifestent, ils sont d'ailleurs poussés par les professeurs ou par les enseignants, mais il y a des choses marrantes. Par exemple, une maman d'enfants qui a ses enfants dans une école catholique m'expliquait que en classe, on a parlé politique à ses enfants, ils ont 9 ans. 9 ans, c'est pas vieux quand même. Et on leur a expliqué ce qu'était la gauche, la droite et l'extrême droite, bien entendu. On leur a dit que Jean-Marie Le Pen était un méchant raciste. Et sa fille aînée, qui a 15 ans, elle, a téléphoné à maman sur le portable, avec son portable à elle, en disant « Maman, il y a au collège-lycée Saint-Félix de Nantes, où elle est, cette jeune fille, on organise une manifestation contre Le Pen et une grève. Et j'ai besoin de votre autorisation pour participer à la grève. » C'est une famille quand même où on sait parler aux parents.
Et donc, la maman a dit, non seulement je vais pas te donner mon autorisation, mais tu vas me faire le plaisir de rentrer à la maison en vitesse, et puis je vais téléphoner à la directrice. Elle a téléphoné à la directrice qui venait d'apprendre le projet de grève-manifestation, et qui a décidé de ne délivrer aucune autorisation de sortie pour participer à la manifestation. Ce qui veut dire que quand les enfants, les collégiens et lycéens manifestent, c'est parce que non seulement ils y sont poussés, mais ils y sont autorisés officiellement par les directeurs d'établissement, puisqu'ils défilent à des heures où normalement ils devraient être en classe. Bon. Alors, d'autre part, on nous dit il y a 100 000 manifestants. Moi, je veux bien, 100 000, ça paraît énorme comme ça, mais en réalité, 100 000 manifestants, si on ramène à la réalité qui est probablement plus proche de 50 000, Le Pen, il a eu 5 millions d'électeurs. Donc, 50 000 merdeux qui marchent dans la rue pour dénoncer le vote de 5 millions d'électeurs, je ne sais pas si c'est ça la démocratie. Moi, je ne suis pas démocrate, donc je ne peux pas donner la définition de la démocratie. Mais j'ai entendu parler de la démocratie. J'en ai jamais vu, mais j'en ai un petit peu entendu parler. Et je pense que c'est pas ça qui était dans le projet initial du système. C'est certainement pas 50 000 merdeux de 14 ans qui dictent par la rue leur volonté à 5 millions d'électeurs officiellement en carte. Mais enfin, bon, on ne sait pas. Hein. Peut-être qu'au Cambodge, c'était ça. Dans le Kampuchea démocratique, on sait bien qu'il y avait des gosses de 12-13 ans qui appliquaient la démocratie avec des mitraillettes. Mais je pense qu'on n'en est pas encore là. Ça va peut-être venir, mais pour l'instant, c'est pas le cas. On a déjà les Kalachnikov dans les quartiers. Oui, mais alors ce qui est curieux, c'est que les quartiers, on les voit très très peu. Hein. Ils attendent les fins des manifs pour faire des descentes, pour casser un peu. Ils sont allés voler des bouteilles de champagne chez Maxim's, ce qui n'est pas une bonne idée d'ailleurs, parce que je ne sais pas là qui est le meilleur champagne, je leur dis tout de suite. C'est ce que j'allais dire. Mais enfin, bon, ils ont cassé la vitrine de chez Maxim's. C'est rigolo d'ailleurs, parce que je ne savais pas que Maxime était un haut lieu du lepénisme. Ça doit être une erreur. En fait, ça émeut beaucoup de gens. J'ai eu beaucoup d'appels de gens qui me disaient mais c'est quand même très grave ces manifestations. C'est pas grave du tout. Les manifestations au mois de mai, ça a toujours existé. Et puis, nous, les gens sensés ne bougeront pas. Vous savez, il y a un vieux principe de stratégie, je parle sous contrôle d'un officier, qui est il faut pas bouger. Il y a un très très beau film japonais qui s'appelle Kagemusha, qui est une pure splendeur. Et pendant un long plan, on voit les deux armées qui se font face à face, dans une immobilité absolue. Et à un moment, à la fin de cette séquence, on voit dans l'armée qui est en face un étendard qui se déplace, visiblement porté par un cavalier, et qui se déplace légèrement. Et à ce moment-là, le personnage qui est au premier plan, qui appartient à l'armée adverse, voit ça et se tourne vers son chef et lui dit « La montagne a bougé, ils sont perdus ». Et effectivement, ils vont perdre la bataille, parce qu'ils ont été les premiers à bouger. Or, il faut dire que depuis dimanche 20h, les autres bougent énormément. Et ils bougent d'une façon un peu hystérique et assez rigolote finalement. Ils bougent de toutes les manières. Par exemple, il y a eu l'appel au meurtre. Alors, je sais pas, il y a eu carrément un appel au meurtre sur France 2. Il était 23h25. David Pujadas était en train d'interroger Jean-Marie Le Pen, qui était à son bureau de Saint-Cloud, du paquebot à Saint-Cloud. Et d'un seul coup, l'écran est devenu noir et on a vu apparaître une petite découpe circulaire braquée sur le visage de Le Pen, exactement comme si on le voyait à travers un viseur de fusil. Bon, on peut en tirer des conclusions interminables sur le rôle de l'image subliminale ou sur l'allusion subliminale, tout ce qu'on veut. Mais c'était très frappant. Il était vraiment désigné comme une cible. Sur le socle de la statue de Jeanne d'Arc, aujourd'hui, on peut lire « Brûler Le Pen ». C'est les fours crématoires. Hein, bah oui. Le Pen dans les durafours crématoires. Donc on lui reproche d'avoir un jour fait un jeu de mots sur durafours crématoires qu'il n'avait pas inventé. D'ailleurs, c'était le Canard enchaîné qui l'avait fait, le premier. Mais maintenant, on veut l'envoyer, lui, au crématoire. Mais ça, c'est démocratique. Attention, il y a le crématoire fasciste et le crématoire démocratique. Il ne faut pas confondre. Hein. Est-ce qu'il y a des filtres pour éviter la pollution ? Ah, j'espère, oui. J'espère. Et puis il y a, par exemple, au bureau de poste de la rue de Clignancourt, me disait un auditeur, les gars, les employés du bureau de poste de Clignancourt avaient carrément affiché sur la vitre de séparation de l'idiaphone, comme on disait dans le temps, la une de Libération avec le portrait de Le Pen et les trois lettres non. Ils avaient affiché ça en transparence
Alors, ça aussi, c'est comique, parce que s'il y a des vitres blindées comme ça, c'est bien parce qu'il y a de gros problèmes d'insécurité dans les bureaux de poste, et que les gars sont sans arrêt importunés, ils sont victimes de violences, d'agressions verbales et d'agressions physiques. Et ils disent, ces gens qui sont à l'abri derrière des vitres blindées, se servent de ces vitres blindées qui sont le témoignage de l'insécurité et de la criminalité galopante, pour coller des affiches qui reprochent au fond à Le Pen d'avoir dénoncé la criminalité et l'insécurité. C'est un joli paradoxe aussi, tout ça. Et puis il y a d'autres méthodes de lutte, de propagande sournoise. Alors ça prend des proportions qui sont carrément comiques. Par exemple, sur RTL, le lundi matin, un journaliste a dit qu'il y avait eu un léger séisme dans la région de Concarneau. Et il a dit textuellement, c'est la région natale de Jean-Marie Le Pen, à qui on associait encore hier le mot séisme, mais cela n'a peut-être aucun rapport. Peut-être. C'est-à-dire que vous avez voté Le Pen, la terre tremble. Hein? Si vos vaches avortent, c'est parce que vous avez voté Le Pen. Si vous avez une tempête ou vous avez perdu vos filets, c'est parce que vous avez voté Le Pen. Il faut savoir, ça porte malheur de voter Le Pen. Tout ça dit par des gens qui sont naturellement des rationalistes déterminés. Et il y a d'autres formes de trucage. Par exemple, sur FR3, au journal télévisé de Soir 3, ils ont invité une dame qui est maître de conférence à l'université de Nantes. Et on lui a demandé à cette maître de conférence de bien vouloir interpréter les propos de Jean-Marie Le Pen. Alors elle s'est lancée avec toute l'autorité que lui confère son titre de maître de conférence dans une analyse sémantique extrêmement serrée des propos de Jean-Marie Le Pen. Hein? Cette dame, elle s'appelle Marie Souchard. Personne ne nous a dit, et en tout cas pas le journaliste de Soir 3, que Marie Souchard, quand elle n'est pas maître de conférence à l'université de Nantes, elle collabore à un groupuscule terroriste qui s'appelle Ralfron. Et elle publie sur le site de Ralfron, le site internet du groupuscule terroriste Ralfron, des éditoriaux, dont le dernier est particulièrement crapuleux, puisqu'il est intitulé « Le crépuscule ». Alors elle fait toute une variation sur le mot crépuscule. Je vais vous le lire parce que vous allez voir la pensée tordue ce que c'est. Quand ils disent crépuscule, les dirigeants des FN, alors N écrit naturellement H-A-I-N-E, mais ce ne sont pas eux qui disent crépuscule. Eux, ils disent plutôt aube nouvelle ou homme nouveau, alors qu'ils n'ont jamais dit ni crépuscule, ni aube nouvelle, ni homme nouveau, qui est de la terminologie stalinienne. Mais continuons. Pourtant, crépuscule leur appartient. Madame Souchard a décidé que crépuscule appartenait au Front National. Voilà. De celui des dieux à celui des camps, le crépuscule est bien au principe de l'extrême droite, mais alors qui dit crépuscule? Ceux qui voudraient pouvoir croire que l'extrême droite est à la veille de disparaître, ceux qui consacrent leur énergie à s'en persuader et à en persuader les autres, ceux qui rêvent qu'il suffit de dire le crépuscule de l'extrême droite pour qu'enfin elle s'éteigne, et que veulent-ils quand ils lisent... Bon, il y en a, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y en a une page. C'est des trucs de toqués, ça. Oui, apparemment, elle ne connaît pas bien le dictionnaire, parce que le mot crépuscule, c'est la période qui précède immédiatement le lever du soleil ou immédiatement le coucher du soleil. C'est-à-dire il y a le crépuscule du matin et le crépuscule du soir. Mais peut-être pas bien parler français, Madame Souchard. Bon. Alors, voilà le genre d'experts que la télévision d'État convoque pour parler d'une situation politique en démocratie. C'est-à-dire que les Français ont voté, ils ont voté au premier tour pour Chirac, et en deuxième position pour Le Pen, et en troisième position pour Jospin. Et c'est comme ça. Est-ce que ces commentaires font partie du temps de décompte de la propagande des uns et des autres? Non, pas du tout. Si Jean-Marie Le Pen téléphone là, et que j'ai un quart d'heure d'entretien avec lui, ça fera partie du décompte du temps d'antenne. Mais quand Madame Souchard fait ses variations toqué sur le crépuscule du soir, c'est pas compté, là. C'est de l'insulte, c'est de la propagande. Oui, madame? On vient de recevoir plusieurs messages d'auditeurs qui nous disent que la conférence de Jean-Marie Le Pen sur RTL, elle a entendu sur RTL que la conférence de Jean-Marie Le Pen au Parlement européen a été annulée à cause d'une manifestation anti-Le Pen. Ah. Et il y avait...
Enfin bon, il y avait un peu de commentaires, mais c'est tout. Oui. Et donc il n'a pas pu tenir sa conférence de presse. Bon, j'espère qu'il aura quand même le temps de nous appeler. Alors, il n'y a pas seulement les Madame Souchard ou les étudiants boutonneux ou les lycéens collégiens boutonneux et travaillés par le prurit du printemps qui s'occupent des questions de l'actualité et de défendre la démocratie. Il y a aussi les autorités morales. Alors on a par exemple, les autorités morales c'est rigolo comme tout. Vous avez la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, de Jean-Michel Lemétayer, qui a appelé à voter pour Chirac, en disant bien entendu, nous sommes parfaitement neutres. Ils disent tous ça. Tous les syndicats disent nous observons scrupuleusement la neutralité. Sauf pour Le Pen, bien entendu. Ils sont neutres pour tout le monde, sauf pour Le Pen. Alors donc, les circonstances sont exceptionnelles, a dit M. Lemétayer. Exceptionnelles avec la présence du candidat d'extrême droite au second tour. C'est-à-dire, on décrète qu'il est d'extrême droite et on dit que c'est exceptionnel. Effectivement, c'est exceptionnel, c'est la première fois que ça arrive. Mais quand c'était les communistes, ça gênait personne. Les communistes qui sont quand même les complices d'un système, les complices objectifs et actifs d'un système qui a fait au moins 200 millions de morts. Quand M. Marchais venait à la télévision, qui lui était objectivement une crapule stalinienne et un complice des assassins staliniens, personne ne s'émouvait de sa présence. Alors, M. Lemétayer ajoute, les valeurs du monde paysan ne sont pas celles de M. Le Pen. Moi, je voudrais, si j'étais en face de M. Lemétayer, je dirais, voilà, vous avez 10 minutes pour me dire quelles sont les valeurs du monde paysan, et 10 minutes pour me dire quelles sont les valeurs de Le Pen, et puis ensuite, vous les comparez et vous m'expliquez pourquoi c'est pas les mêmes. Ça serait très intéressant, ça. Mais c'est pas la peine de s'expliquer. Il suffit de dire les valeurs sont pas les mêmes, tout le monde a compris. Et alors, il cite comme exemple, quand M. Le Pen parle de sortir de l'Union européenne, nous, on a besoin de plus d'Europe pour défendre notre politique agricole. C'est quand même un aveu formidable, ça. C'est pas le même paysan que ceux que je connais. Non, c'est pas tout à fait. Moi, je voudrais bien ça. D'ailleurs, j'ai jamais rencontré un paysan qui soit membre de la FNSEA. Alors, je crois que la FNSEA, c'est pas tellement un truc de paysan. Je crois que c'est plutôt un truc qui est fait pour se goberger sur le dos des paysans. Comme le Crédit Agricole. Un peu, c'est ça, voilà. Ouais. Et ces gens-là sont aussi paysans que les éleveurs sont vaches. Ouais. C'est la même relation, quoi. C'est-à-dire, ils vivent avec les vaches, les éleveurs. Les laitiers, par exemple, ils vivent avec les vaches. Exactement de la même manière que le Crédit Agricole ou la FNSEA vit avec les paysans. Et alors, il a estimé que le vote Front National des paysans était un vote de désespoir face au monde de l'agriculture qui a un problème de revenus. L'agriculture est passée à côté de la croissance, dit-il, et aimerait aussi bénéficier du progrès social. Moyennant quoi, il appelle à voter pour un type qui a été ministre de l'Agriculture, qui a été Premier ministre, qui a été président de la République, qui a été en charge des affaires. Il a été Premier ministre en direct d'un président qui était comme lui. Il a été Premier ministre dans la cohabitation. Il a été président avec un Premier ministre qui était comme lui. Et il a été président avec des Premiers ministres de cohabitation. Donc il a une responsabilité totale sur le fonctionnement du pays depuis 20 ans. Eh bien, les paysans qui disent on est passé à côté de la croissance et on est dans le fond du trou parce que depuis 20 ans ou 30 ans la politique menée en France est une politique de destruction de la paysannerie française. Il ajoute, par conséquent, il faut revoter pour celui à cause duquel on est dans cette situation. Et ce type vient vous voir en disant, attendez, moi je suis sérieux, je suis le président de la FNSEA. Comment vous voulez pas éclater de rire? Alors il y en a un autre qui est un spécialiste rigolo, c'est monsieur Béranger évêque de Seine-Saint-Denis. Alors lui, il a dit une chose formidable. Il a eu une phrase extraordinaire pour un évêque quand même. Il a dit, on n'a pas besoin de sauveur. C'est intéressant. Hein, c'est un beau propos pour un évêque. On n'a pas besoin de sauveur. Bon. Il a en outre déploré que Jean-Marie Le Pen ait osé citer les paroles de l'Évangile, dénonçant avec la plus grande fermeté les mots prononcés dimanche par le leader. N'ayez pas peur, chers compatriotes, entrez dans l'espérance. Autrement dit, pour faire plaisir à Béranger, il aurait fallu que Le Pen dise ayez peur et entrez dans le désespoir. Là, Béranger n'aurait rien pu dire. Mais il a horreur, Béranger, qu'on cite l'Évangile. Il n'a pas besoin de sauveur, premièrement. Et deuxièmement, il ne faut pas qu'on cite l'Évangile.
Il a dit quelque chose sur la fiche de film ou la croix? Non, alors justement, il avait absolument rien dit quand on a transformé la croix chrétienne en croix gammée. Il n'a jamais rien dit sur l'avortement. Il n'a jamais rien dit sur l'extension de l'islam dans son diocèse. D'ailleurs, il reçoit les imams copains comme cochons, si j'ose dire, pardon, à boire le thé ou autre chose. Il n'a rien dit sur les injures, les innombrables injures contre l'Église, soi-disant antisémite et soi-disant complice du génocide. Enfin, il n'en a que contre Le Pen. Heureusement, tout le monde n'est pas de son avis dans l'Église. Par exemple, Monseigneur Lustiger, il s'est prononcé d'une façon discrète et à mots couverts, mais quand on le lit soigneusement, tout à fait pour le vote en faveur de Jean-Marie Le Pen. Comme Monseigneur Picard, qui est porte-parole des évêques. Car, écoutez bien ce qu'a dit Lustiger. Le Monseigneur Jean-Marie, de son éminence, le cardinal Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris et autres lieux découverts à marée basse. Il a dit « J'appelle à une prise de conscience générale après l'élection ». Autrement dit, il y a eu une prise de conscience. Le fait que Le Pen soit deuxième, ça montre qu'il y a une prise de conscience. Les Français ont pris conscience qu'il fallait en finir avec ce système de corruption, de victoire de la culture de mort. Et donc, il y a un début de prise de conscience. Et Lustiger dit, maintenant, il faut une prise de conscience générale. Autrement dit, prenez tous conscience de la situation dramatique dans laquelle nous sommes et réagissez. Donc, votez Le Pen, c'est bien clair. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Et Monseigneur Picard, président de la Conférence des évêques de France, il a demandé pour sa part que l'on fasse appel à l'intelligence plutôt qu'à l'instinct, au discernement plutôt qu'à la seule spontanéité, à la sérénité plutôt qu'à la peur. Alors, le discernement, la spontanéité, on le sait, c'est les manifestations spontanées. On nous dit manifestations spontanées partout en France. Donc il dit, faites plutôt appel au discernement. Donc ne participez pas aux manifestations spontanées, faites preuve de discernement. Autrement dit, si vous n'êtes pas avec ceux qui sont contre Le Pen, vous êtes avec Le Pen. Ensuite, il dit, il faut faire appel à la sérénité plutôt qu'à la peur. Tous les mecs qui manifestent et qui veulent couler Le Pen au deuxième tour disent, on a peur de Le Pen, on a peur du fascisme, on a peur de... Donc il ne faut pas céder à la peur, il faut agir dans la sérénité. Votez Le Pen. Et faites appel à l'intelligence plutôt qu'à l'instinct. Là, c'est pas la peine que je vous fasse un dessin, hein, parce que évidemment, s'il faut choisir l'intelligence plutôt que l'instinct, c'est-à-dire l'instinct pour un évêque, ça veut dire la connerie. Il peut pas dire décemment la connerie. Donc lui, comme il est bien élevé parce qu'il est évêque, il dit l'instinct. Donc il y a deux candidats. Il y en a un qui est intelligent et l'autre qui est un imbécile. Je vous laisse deviner. Il peut décemment pas le dire, lui. Enfin, moi, j'ai une idée quand même. Ça fait 7 ans maintenant qu'on a pu vérifier quand même que les choses sont assez claires. Puis je vais vous donner des textes tout à l'heure qui vont vous montrer à quel point c'est réellement un imbécile. Celui que Monseigneur Picard veut battre. Et donc, si vous écoutez Lustiger et Picard, vous voterez Le Pen. Si vous écoutez Béranger, il fallait voter U au premier tour. Mais c'est raté. Hein. Et puis alors, il y a tous les gens de gauche aussi qui... Alors, François Hollande, premier secrétaire du PS, il a dit il faut voter contre Jean-Marie Le Pen. Et quand vous votez contre Jean-Marie Le Pen, vous votez forcément pour le candidat qui reste. Entre deux bulletins, Le Pen ou Chirac, nous voterons Jacques Chirac. Marie-Georges Buffet, elle a dit, la secrétaire nationale du Parti communiste, il faut utiliser le bulletin de vote Jacques Chirac pour faire en sorte que le candidat Le Pen soit le plus bas possible. Alors là, on peut lui faire confiance parce que, en ce qui concerne l'utilisation du bulletin de vote pour que le candidat soit le plus bas possible, avec eux, ils ont réussi le coup d'une façon parfaite. Donc, là, peut-être que... Mais seulement, ils ne représentent que 3%. Arnaud Montebourg, député socialiste de Saône-et-Loire. Alors ça, c'est Arnaud Montebourg, c'est le nouveau Joseph Prudhomme. Vous savez, ce sabre est le plus beau jour de ma vie, je m'en servirai pour défendre la République et au besoin pour la combattre. Vous connaissez la phrase célèbre. Alors Montebourg, il a dit qu'on sache que la voix que je pourrais donner à Jacques Chirac, c'est pas sûr, mais que je pourrais donner à Jacques Chirac, ne vaudra que pour la défense d'une République que ce dernier a malheureusement piétiné et déshonoré lui-même. C'est-à-dire, pour défendre la République, votez pour celui qui l'a déshonoré. C'est pourtant lui qui voulait le conduire en justice. Et c'est lui qui voulait l'envoyer en tôle. C'est super, non? Mais remarquez, le juge Alphen a dit la même chose. Hein, lui, il voulait envoyer Chirac en prison, maintenant il dit qu'il faut voter pour lui. C'est fabuleux quand même. Qu'est-ce qu'ils ont comme... Quelle est la dimension morale de ces personnages?
Le juge Elfen, il a dit entre super menteur et super facho, le choix est facile à faire. Oui, mais c'est pour une raison très simple, c'est que super menteur. Enfin, vous vous rendez compte attendez, je m'arrête un instant sur le juge Elfen. Le juge Elfen, on sait que le gang pro-Chirac a essayé de le salir, l'a diffamé d'une façon ignoble, a fait courir les pires rumeurs sur sa vie privée, a essayé de soudoyer son beau-père pour l'entraîner dans une histoire pourrie, etc. Tout ça, ce gang, c'est Schuller, c'est ces gens-là qui ont fait ça. C'est les hommes de Chirac. Et maintenant, ce juge, il appelle à voter pour le type qui a été à l'origine de ça. Je vous le dis, à force, je vais perdre confiance dans la justice de mon pays. Oh. Non, mais ça va finir par arriver un jour. Ça va, je me retiens, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Noël Mamère, dans le choix impossible entre un imposteur et un pourri. Ah, là, je vous le dis. C'est lui qui dit ça. Entre un imposteur et un pourri au second tour de la présidentielle, les Verts doivent certes barrer la route à l'extrême droite, mais ne peuvent se contenter de cela. Donc il faut aussi barrer la route à Chirac. Alors, comment on va faire pour barrer la route à Chirac et à Le Pen en même temps? C'est difficile. Hein. Manifestations spontanées. Les manifestations spontanées, voilà, c'est ça. Voilà. Alors, je suspends cette revue de l'actualité pour une revue d'une actualité bien plus brûlante. Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, on a appris que... Je ne sais pas combien de temps je pourrais rester à l'antenne parce qu'on nous demande d'évacuer le Parlement européen, les manifestants risquant de l'envahir et de s'en emparer. Démocratiquement, je pense. Démocratiquement, bien sûr. Alors, je n'ai pas pu tenir... J'ai pris la parole au Parlement sur l'affaire du Proche-Orient, n'est-ce pas? Et je n'ai pas pu tenir ma conférence de presse. Il y avait, je sais pas, une quarantaine de caméras et 150 journalistes. Et ça n'a pas été possible parce que la salle était truffée de manifestants de gauche et d'extrême gauche, menés d'ailleurs par un député socialiste anglais bien connu qui s'appelle Glyn Ford et qui ont entarté un de nos vieux collègues flamands, Monsieur Dillon, et aussi notre collègue Martinez, qui a quand même tenu la tribune, mais les collègues m'ont déconseillé de me rendre là, car c'était évidemment une embuscade démocratique, comme vous savez. Il n'y a pas de service d'ordre? Il n'y a pas de service d'ordre il y a un service d'ordre au Parlement. Vous savez, il est discret et pas très efficace. Donc, en tout cas, les journalistes étrangers étaient là. Ils ont pu voir le fonctionnement démocratique des institutions. Je crois que s'il était besoin de montrer que nous n'étions jamais les agresseurs, mais toujours les agressés, je pense qu'il y a un certain nombre de gens, s'ils sont de bonne foi, qui ont pu le constater. Alors, en dehors de cet événement, Jean-Marie Le Pen... Il est tout chaud, celui-là. Hein. Oui, tout chaud, effectivement. On n'est pas encore sorti du Parlement. Et le Parlement est toujours... sortir intact. Oui. Le Parlement est toujours encerclé par la racaille. Oui, qui crie Le Pen salaud, le peuple aura ta peau. Qui est évidemment une forme de dialogue démocratique bien connue. En tout cas, ils ne sont pas très forts dans la création littéraire, parce que ça fait un moment que ça dure. Avant, c'était Chirac, salaud, le peuple aura ta peau. Giscard, salaud, le peuple aura ta peau. Maintenant, ils collent les affiches de Chirac. Oui. Enfin, Chirac a les partisans qu'il mérite. Oui, ça c'est clair. Ça. Mais au fond, tout ça est tout à fait moral. Comment est l'ambiance générale? Comment sentez-vous les choses? Parce que je vous pose cette question parce que les gens qui regardent la télévision, qui écoutent la radio, en province notamment, ont une espèce d'angoisse. Ils se disent mais ça va si mal que ça. Il y a vraiment des manifestations. C'est dangereux. Est-ce qu'on va pas vers une émeute généralisée? Est-ce qu'on va pas vers la guerre civile? Vous-même, comment ressentez-vous la chose? Non, mais tout ça est artificiel. Le pays est extrêmement calme. D'ailleurs, il y a un baromètre qui ne trompe pas dans les pays capitalistes, c'est la bourse. La bourse, bien sûr. N'est-ce pas? La bourse est parfaitement stable, beaucoup plus qu'elle l'était quand c'était Mitterrand qui arrivait au pouvoir. Hein. Vous savez quand même que Guillaume de Tarlet, sur Europe numéro 1, a trouvé quelque chose à dire le lendemain de votre élection. Je ne sais pas si vous avez pu avoir... de votre élection, de votre sélection, je dirais. Oui. Il a dit que si le franc existait encore, il se serait effondré.
C'est quand même joli. Si ma tante en avait, elle aurait peut-être été élue présidente de la République. Mais... Absolument. Mais non, ces jeunes gens, enfin même, oui, à peine ces adolescents, qui étaient dans les rues et qui auraient dû d'ailleurs être dans leur classe à cette heure-là, et y étaient amenés par leur maître et par leurs professeurs, dont on sait qu'ils sont très largement, en tous les cas dans certains lycées, imprégnés de marxisme militant ou de gauchisme activiste. Mais tout ça, ça représente très peu de monde. Si on regarde la statistique, j'ai obtenu 1 million de voix dans les 18-24 ans. C'est beaucoup plus que les 50 ou 100 000 personnes qu'on a vues dans les rues dans toute la France. Par conséquent, il faut bien relativiser les choses. Et les syndicats qui vont soutenir Jacques Chirac et ainsi que ses amis du MEDEF, le baron Seyer et monsieur Messier, ça va pas être très facile, hein. Il faut faire le grand écart quand on est syndicaliste, cégétiste. Ça va être compliqué quand même. Oui, ça va être compliqué, mais ma foi, je pense que tout ça va vers le meilleur, et aussi et surtout à cause du refus de Chirac d'accepter le débat démocratique qui était de tradition au deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais je pense que vous vous attendiez à ce refus. Oh, je m'attendais parce que je savais qu'il avait aussi peur de la vérité que la taupe de la lumière. Et que comme moi je ne fais pas partie du gang de la bande des quatre, qu'on ne me tient pas par la barbichette ni par la reniflette, je pouvais poser des questions qui fâchent. Oui, c'était un peu le risque. Et comme sans doute il a quand même une longue expérience politique, il s'est dit voilà, si je refuse, je me tire une balle dans le pied, je perds 5 points dans les sondages. Si j'y vais, ça sera terrible, je perdrai 10 points. Oui, donc il a fait un calcul, somme toute, apparemment au moins, sur l'immédiate, un calcul positif. Est-ce qu'on peut vous demander un scoop, une exclusivité, quelle est la première question que vous lui auriez posée? La première question que j'aurais posée à Jacques Chirac, la première, comme ça, parce que je suis au Parlement européen, c'est vous aviez promis un référendum sur le traité d'Amsterdam, vous avez trahi votre promesse. Mais vous ne croyez pas que si vous aviez commencé à énumérer les promesses trahies, ça vous aurait pris une partie de la nuit quand même? J'aurais pu aussi lui poser, parce que je suis en train de lire un livre terrifiant qui s'appelle Noir Chirac, un certain nombre de questions sur Elf. Je ne savais pas qu'il était très mêlé aux histoires de Elf. C'est vrai qu'il y avait Casetta et tout ça, mais que j'aurais pu lui poser des questions sur les HLM de la ville de Paris, sur les... Bref, beaucoup. Ça aurait été désagréable en somme. Mais il n'y a pas que ça. Je lui aurais surtout posé la question, ne vous sentez-vous pas coupable d'avoir, depuis 20 ans, assuré toutes les victoires de la gauche, d'abord à partir de celle de Mitterrand en 81, qui vous a renvoyé l'ascenseur en 95 en vous faisant soutenir par son ami Berger, qui est un homme d'influence, de grande influence, et aux élections législatives, dans la plupart des cas, aux élections régionales, à chaque fois en amputant la droite, qui est structurellement majoritaire dans notre pays. On peut dire que, grosso modo, structurellement, c'est 45-55. Oui, Griottret disait lundi dans l'émission de Jean Ferry qu'il estimait à 57%, je crois. Oui, peut-être, mettons 55. 55-45. Il est bien évident que quand Chirac ampute les 55 des 15% de voix des électeurs du Front National, ça fait plus que 40. Oui, ça c'est à la portée d'un calculateur moyen, ça. Voilà. Mais est-ce que, par exemple, quand il a dissous en 97, a-t-il vraiment souhaité reconduire une assemblée de droite? Ou plutôt n'a-t-il pas délibérément créé cette occasion de faire venir la gauche au pouvoir? Moi j'ai toujours pensé effectivement qu'il l'avait fait à dessein, qu'il avait organisé l'accession de la gauche. Certaines personnes pensent qu'il est sot, d'autres pensent qu'il est plus retors que ça. C'est évident. Puis surtout, je pense qu'il est très paresseux. C'est possible, il laisse faire les choses. Il était très content de ne plus rien avoir à faire. Alors combien de temps allez-vous garder l'antenne, Serge? Je garde l'antenne jusqu'à 19h30. 19h30. Le problème, c'est que je me trouve donc en Belgique actuellement, et je ne sais pas si je vais pouvoir vous tenir, parce que là, je suis dans mon bureau, et je ne sais pas si je pourrais vous tenir sur mon portable,
pendant que je serai en Belgique. C'est pas impossible, mais je vais essayer si vous voulez. Écoutez, Jean-Marie Le Pen, ce que je vous propose, c'est vous essayez de nous rappeler. Oui. Si la conversation passe, eh bien, on s'en félicitera. Sinon, est-ce qu'avant, il y a un message que vous voudriez faire passer Eh bien, écoutez, le message que je veux faire passer est le suivant. Ne désespérez jamais. Ne nous avons jamais vaincus. Vous savez, quelquefois, après un tremblement de terre, on a dit que c'est un tremblement de terre dimanche dernier. Et on vous a même accusé d'en avoir provoqué un Concarneau. Il reste des immeubles debout. Et puis, il y a quelqu'un qui passe et qui éternue, et brusquement, l'immeuble s'effondre. Parce qu'il était miné. On a vu ça avec l'Union soviétique. Hein? Oui, absolument. Par conséquent, la défaite de Chirac n'est pas exclue au deuxième tour. Et je voudrais bien, personnellement, être l'instrument de cette défaite qui marquerait la possibilité d'un renouveau français. Car il est tellement emblématique du système, tellement emblématique de la bande des quatre, que si jamais il chutait, eh bien, je crois qu'il y aurait énormément de choses qui redeviendraient possibles en France. Jean-Marie Le Pen, merci. Donc, je vous libère, si j'ose dire. Je vous laisse le soin de sortir du piège. Au revoir. Bon courage, on est avec vous et peut-être à tout à l'heure. Voilà, alors, finalement, j'ai compris pourquoi l'appel avait été un petit peu tardif. Et vous avez compris avec moi que la situation est obsidionale. Démocratiquement obsidienne. C'est ce que j'allais dire, démocratiquement, il ne faut pas oublier le mot. Donc je continue, si vous voulez, à faire le tour des gens qui se sont mobilisés contre la bête immonde. Alors, on a vu M. Montebourg, on a vu Noël Mamère. Arlette Laguillet a appelé l'ensemble des travailleurs, et en particulier ceux qui ont voté pour Le Pen, à ne pas voter pour lui. Car en plus d'être un ennemi du monde du travail, il est porteur d'une idéologie qu'il faut absolument condamner. Elle a dit, il ne faut pas voter pour Le Pen. Alors, la moindre des choses, quand on est la patronne de la Ligue communiste, non, c'est pas la Ligue communiste révolutionnaire, c'est lutte ouvrière. Travailleurs, travailleuses, ne votez pas pour Le Pen. Moyennant quoi, c'est lui qui fait le plus gros score chez les travailleurs et les travailleuses. Mais, enfin, je ne vais pas encore attaquer les fonctionnaires parce que c'est pas le moment. Christiane Taubira a dit « Je ferai tout pour empêcher M. Le Pen d'être président. Si cela doit se traduire par le vote en faveur de M. Chirac, cela se traduira ainsi. » Donc, Français, vous êtes au courant, Mme Taubira va voter Chirac. Vous savez pas qui c'est Mme Taubira? Si, je sais qui c'est, mais je croyais qu'il y avait le secret de l'isoloir. Ouais, elle dit ce qu'elle veut. S'il a envie de dire que ça, je pense que ça va intéresser au moins 2 ou 3 personnes. Tant que ça. Oh, bah oui, sa famille directe. Jean Saint-Josse. Alors Jean Saint-Josse, c'est Adémaï chasseur. J'en parle beaucoup autour de moi, mais apparemment, il y a très peu de gens qui savent qui était Adémaï. Adémaï, c'était un des grands comiques du cinéma d'avant-guerre. On a eu Adémaï aviateur, on a eu Adémaï soldat. Et tout. C'était un parfait crétin, Adémaï. Un abruti prodigieux. Et on a vu Saint-Josse l'autre jour à la télévision. Pardon? L'acteur était Noël. Ouais, joué par Noël, absolument. Et alors, on a vu Saint-Josse l'autre jour à la télévision, et c'était la résurrection d'Adémaï. Et il était tellement comique que même le journaliste qui l'interviewait ne pouvait pas se retenir de se foutre de lui. Parce que c'était vraiment un des personnages de... Bon, cela dit, je suis pas prêt d'aller à la chasse avec lui, d'abord parce que je ne vais pas à la chasse, mais en plus parce que s'il est aussi adroit avec un fusil qu'avec un micro, on voit les accidents de chasse, ça va devenir extrêmement risqué le métier. Voilà, alors lui il a dit, compte tenu des résultats et pour confirmer ma déclaration d'hier soir, j'appelle à éliminer l'extrême droite au second tour de l'élection présidentielle. La seule façon d'y parvenir, c'est de voter pour Jacques Chirac, comme le feront tous les républicains de gauche et de droite. Alors, il faut savoir quand même que il est membre du RPR, il a été élu RPR. Donc on peut pas dire que c'est la surprise du siècle. Hein. Bon. Christine Boutin, elle a dit qu'elle réunirait ses 3 supporters mardi pour définir une position. Est-ce qu'elle a défini une position, Christine Boutin? Missionnaire alors? Non mais c'est pas beau de ça. Non mais je pense qu'elle a déjà s'est déjà exprimée sur la question. Ah bon, je sais pas. Et ça va dans le sens qu'on peut imaginer. Ah bon, comme Madame Taubira. Alors. Oui. Oh, c'est bien. André Labarrère, il a dit, il appelait la mort dans l'âme. Il appelle la mort dans l'âme à voter Chirac au 2e tour, bien que son score au 1er tour soit plutôt pitoyable. José Bové, porte-parole de la Confédération paysanne, quand M. Le Pen dit « Je suis de gauche socialement, de droite économiquement et français nationalement », c'est la définition du national-socialisme. Vous ne saviez pas ça, hein? Ah ben non. Hein, voilà. Et il ajoute « Si je n'étais pas privé de mes droits civiques, je voterais certainement pour Chirac ». Et ça, c'est fabuleux parce que c'est le multirécidiviste qui vote pour le roi du non-lieu. Qui c'est qui a dit ça? Beauvais. Oh. On a parlé de ses droits civiques? Ouais. Ah bon? Michel Alliot-Marie,
présidente du RPR, a déclaré que le moment est venu de refonder l'Union. Alors elle, c'est comme les poupées qui parlent. On appuie sur le ventre et le moment est venu de refonder l'Union. Le moment est venu de... Les poupées disent, maman, j'ai soif ou maman, pipi. Non, Michel Alliot-Marie, c'est le moment est venu de refonder l'Union. On lui appuie sur le ventre tous les 15 jours, elle dit ça. Donc là, elle a dit ça parce que c'est la seule phrase qu'ils ont sur la puce qui fonctionne à l'intérieur. Et elle a quand même ajouté, face à la situation actuelle qui traduit une désaffection de nos électeurs, et même une fracture civique entre les Français et la politique, j'estime le moment venu de refonder l'Union de tous les Français, de refonder l'Union, voilà. Madeleine et Barou, ils n'en veulent pas. Parce que eux, ils se disent, bien sûr, la France est en danger. Ils veulent pas refonder l'Union. Parce que, bien sûr, la France est en danger. Le fascisme est à nos portes. Ils veulent pas d'Alliot-Marie non plus. Mais il y a quand même la gamelle. Et si on refonde l'Union, on n'aura jamais notre portefeuille de ministre. Donc, il ne faut pas d'union. Il faut se mettre d'accord entre nous. Bon. Comme ça, Madeleine sera ministre de je sais pas de quoi, et Bayrou, il sera ministre de l'Éducation nationale, où il a déjà été étincelant il y a quelques années, il faut bien le dire. Monsieur Roger Carucci, sénateur et président du groupe RPA au Conseil régional d'Île-de-France, il a dit c'est incontestablement la volonté de sanctionner, parce qu'ils sont forts dans l'analyse politique quand même, de sanctionner, et l'inquiétude qui ont dominé un vote de protestation contre l'insécurité, l'excès de communautarisme, la remise en cause de l'unité nationale. Voilà. Il est fort, Carucci. Alors, et Philippe de Villiers, il fait comme Madeleine et Barrault, lui dit attendez, c'est pas le moment de finir, hein. Non, d'abord, non. Mais Jospin, là-dedans, qu'est-ce qu'il dit, Jospin? Est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit Jospin? Ça, c'est quand même un truc fabuleux, parce que Jospin, il a fait une déclaration extraordinaire au Monde, hier, page 7, du Monde daté d'hier, enfin daté d'aujourd'hui. Ah, il passe en page 7 maintenant? Ouais. Personne n'a repris cette déclaration. Le Monde écrit: le Premier ministre ne laisse pas, à la différence des autres ténors socialistes, de consigne de vote. Vous avez bien entendu, hein? Le Premier ministre ne laisse pas de consigne de vote. Ceux qui le connaissent bien savent son énervement de voir dans la rue cette gauche protestataire qui s'est abstenue dimanche ou a choisi l'extrême gauche et qui aujourd'hui crie au danger fasciste. Donc il n'est pas content des patifs. Il ne donne pas d'ordre, il ne donne pas de conseil de vote. Il dit, alors Le Monde ajoute, il dit seulement cette phrase étrange. 2 points, ouvrez les guillemets. Écoutez bien la phrase de Jospin. Le choix est difficile. Je ne veux pas peser dans un sens ou dans l'autre. Réfléchissez-y bien. Essayez d'être dans la réalité, pas dans les mythes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, bon, premièrement, je ne donne pas de directive de vote. Hein, c'est bien. Le choix est difficile. Le choix est difficile entre Chirac et Le Pen. Pour Jospin, socialiste. La seule qui dit la même chose, c'est Arlette Laguillet. Quels sont les points communs entre Jospin et Laguillet? Trotsky. Voilà. Le choix est difficile, premièrement. Deuxièmement, je ne veux pas peser dans un sens ou dans un autre. Je ne veux pas dire voter Chirac contre Le Pen. Ou voter Le Pen contre Chirac. Je ne veux pas. Troisièmement, réfléchissez-y bien. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prendre cette décision à la légère. Elle est grave, cette décision. Réfléchissez bien. Essayez d'être dans la réalité, pas dans les mythes. Qu'est-ce que c'est la réalité? La réalité, c'est qu'on a un président de la République qui se représente alors qu'il est totalement discrédité, qu'on sait qu'il a aux fesses des dizaines d'affaires, toutes plus graves les unes que les autres, et qu'il a été traité par les socialistes de pourris, de corrompus, de voleurs, de super menteurs depuis des mois. Arnaud Montebourg a essayé de l'envoyer en prison, on l'a dit tout à l'heure, le juge Alphen a essayé de l'inculper. Ça, c'est la réalité. Qu'est-ce que c'est que le mythe? Le mythe, c'est que Le Pen est fasciste. C'est forcément un mythe. Pourquoi? Parce que si Le Pen était réellement fasciste, les lois en France permettraient de le mettre en prison et d'interdire qu'il soit candidat à une élection. Et ça fait des années, ça fait 20 ans que le système combat Le Pen, par tous les moyens, par la diffamation, par la calomnie, par l'injure, par la menace, par le silence, par l'enterrement, par les provocations, par les fausses affaires, les montages. Jamais ils n'ont pu le prendre en flagrant délit de manifestation de caractère fasciste, parce qu'autrement il serait en prison, il serait privé de ses droits civiques, il ne pourrait pas être candidat. Donc le mythe, c'est de prétendre que Le Pen est fasciste, alors qu'on n'a jamais pu l'établir d'une façon suffisante, malgré une justice pourrie aux ordres, malgré des journaux pourris aux ordres, malgré des hommes politiques pourris qui veulent avoir sa peau, jamais ils n'ont pu y arriver.
Donc Le Pen dit, faites la différence entre la réalité de la corruption et le mythe du fascisme. C'est formidable comme déclaration. Mais pourquoi il dit ça? Parce que, attendez, Jospin, c'est pas une petite sœur des pauvres, hein. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a une analyse qui est extrêmement simple. La gauche plurielle ou unie n'a pas du tout intérêt à voter Chirac. Ils le savent, mais ils ne peuvent pas le dire. Tout leur jeu consiste donc à dire, les Strauss-Kahn, tous ces gens-là, tout leur jeu consiste à dire, je vais voter pour Chirac, et ils ne vont pas voter pour Chirac. Moi, je vous le dis, ils ne voteront pas pour lui. Ils feront semblant. Pourquoi? Parce que la seule chose qui les intéresse aujourd'hui, les présidentielles, pour eux, c'est terminé. C'est cuit, les présidentielles. La seule chose qui les intéresse, c'est les législatives. Si Chirac écrase Le Pen, avec l'appui des voix de gauche, c'est-à-dire s'il fait 80% et que la gauche fait 20%, que Le Pen fait 20%, Chirac devient le sauveur de la démocratie. Il est auréolé de cette victoire formidable. Aux législatives, comment la gauche va-t-elle pouvoir dire ne votez pas pour ce type, c'est un corrompu, c'est un voleur, c'est un voyou? Ils peuvent pas, ils viennent d'appeler à voter pour lui. Et en plus, il a eu la peau de Le Pen. Donc la gauche, elle est dans la luzerne aux législatives. Elle n'aura que des miettes. Et en plus, son électorat lui en voudra à mort d'avoir fait élire Chirac. Qui va ramasser la mise? Arlette. Parce que Arlette ne sera pas prononcée. Et tous les gauchistes, enfin tous socialistes purs et durs diront, ah non, alors là, nous, votez pour ces salauds qui ont fait triompher Chirac, il n'y a rien à faire, on vote Arlette. Donc le Parti socialiste est mort dans ce cas-là. En revanche, si la gauche ne vote pas pour Chirac, Chirac peut gagner les élections à 55-60% contre Le Pen à 40-45%. À ce moment-là, la gauche dira heureusement qu'on était là, parce qu'autrement, Le Pen passait. C'est pas Chirac qui a battu Le Pen, c'est nous qui l'avons battu. Par conséquent, Chirac n'a réalisé qu'un score médiocre, c'est pas lui qui a sauvé la démocratie. Et en plus, vous vous rendez compte que Le Pen avec 40-45% des voix. Mais alors là, le danger fasciste est à nos portes vraiment, c'est beaucoup plus dangereux. Avant Chirac, on avait un Le Pen à 20%. C'était dangereux, mais ça pouvait passer. Mais à cause de Chirac, maintenant il est à 40 ou 45%. Là, il y a véritablement un danger. Donc, votez pour nous. Parce que nous avons fait la preuve que nous sommes les seuls à pouvoir lutter efficacement contre Le Pen. Chirac, il est incapable de le faire. Si la gauche obtient la majorité aux législatives, ce qui sera possible puisque Chirac ne voudra passer aucun accord, interdira à tous ces candidats de passer des accords de désistement mutuel avec la droite nationale. Donc, la gauche gagnera. La gauche sera majoritaire. À la sortie des élections, il y aura une chambre à majorité de gauche. Chirac a dit, et Sarkozy et Balladur et tous ont dit, plus question de cohabitation, c'est le plus mauvais système possible, on n'en veut plus. Qu'est-ce qui va se passer? Chirac, il ne veut pas cohabiter. Il va prendre un Premier ministre dans son camp, dans le camp minoritaire. Le Premier ministre sera immédiatement mis en minorité par le Parlement. Donc Chirac sera dans la situation soit de prendre un Premier ministre socialiste, mais les socialistes diront nous on ne veut pas, la cohabitation on n'en veut pas, soit de dissoudre l'Assemblée. Donc il va dissoudre. Et à ce moment-là, la gauche sera réélue, ça c'est absolument certain. Et Chirac va se retrouver président de la République avec une majorité de gauche qui ne veut pas lui donner de Premier ministre. Il est obligé de démissionner, il ne peut pas gouverner. Puisque s'il prend un autre Premier ministre, systématiquement ce Premier ministre va être mis en minorité. Donc il est obligé de démissionner. Et à ce moment-là, quand il démissionne, Jospin arrive. Coucou, c'est moi Gebla, les enfants. Décidément, cédant à l'affectueuse pression de mes amis, je suis obligé de revenir. Il nous a déjà fait le coup une fois. Exactement. Donc voilà le plan. Voilà pourquoi Jospin dit cette phrase. Le choix est difficile, je ne veux pas peser dans un sens ou dans un autre, réfléchissez-y bien, essayez d'être dans la réalité, pas dans les mythes. Jospin espère que Le Pen va faire un score maximum. Et en ça, on a la contre-preuve, si j'ose dire, je l'ai évoqué tout à l'heure, il a une position qui est absolument trotskiste.
qui a toujours été la démarche intellectuelle et politique des trotskistes. Toujours. C'est deux choses. Premièrement, l'entrisme et deuxièmement, la politique du pire. Pendant l'occupation, les trotskistes étaient collabos. Le journal La Vérité publiait des articles à longueur de journée, c'est dans le Libre Journal, j'en publie des extraits, pour expliquer qu'il ne fallait pas choisir entre le nazisme et le capitalisme américain, que c'était exactement la même chose. Et les gars qui ont pris... Il y a eu des trotskistes qui sont entrés dans la résistance, ils ont été dénoncés et assassinés par les trotskistes collabos. Les trotskistes ont toujours joué cette carte de la trahison, des intérêts de la gauche. Et là, ils feront la même chose. Alors, maintenant, il y a un autre problème qui se pose, c'est celui de Chirac. Parce que les gens vous disent, on va voter pour Chirac, on ne peut pas faire autrement, etc. Mais qu'est-ce que c'est Chirac, au fond, hein? Si on est un petit... On peut citer des phrases de lui. Le Chirac enraciné. Il dit, par exemple, j'ai été pendant très longtemps député de la région du plateau des Mille Vaches. D'une certaine façon, ce fut pour moi, alors, son élection à la présidence de la République, écoutez cette phrase extraordinaire, ce fut pour moi la Corrèze élargie aux dimensions de la France. Il gère la France comme on gère un canton de la Corrèze. Hein? Nous avons l'habitude d'exporter ce que nous appelons des veaux d'Italie. Ça, c'est pour expliquer pourquoi il est pour l'Europe. Le nom est bien choisi, c'est-à-dire des jeunes broutards qu'on exporte vers l'Italie depuis toujours. Les ateliers italiens finissaient ces taurillons. Chez moi, en Corrèze, sur le plateau des Mille Vaches, les gens parlent en ancien franc. Ils sont plus nombreux que les gens qui parlent en nouveau franc. Sur le plateau des Mille Vaches, nous avons l'habitude d'exporter, etc. Bon, c'est un élu cantonal, voilà, qualité moyenne. Sur le plan personnel, qu'est-ce qu'il dit? Peut-être qu'en le pratiquant plus jeune, j'aurais pu faire du sumo. J'avais la taille nécessaire et le poids, ça s'acquiert. J'aime le bon vin, j'abuse pas. Mais la bière a un avantage, c'est qu'elle désaltère. Vous comprenez, désaltérer, ça coupe la soif. C'est intéressant, hein? Et il n'y a pas trop d'alcool dedans. Beaucoup moins que dans le vin. Alors on peut boire davantage. Il y a beaucoup de choses que j'aime à part le football et la bière. Ah bon? C'est intéressant à savoir. Moi, j'aime pas les voitures blindées parce qu'on peut pas ouvrir les fenêtres complètement. J'aime bien avoir le bras dans l'ouverture de la fenêtre. Je rappelle que c'est le président... Ça, c'est pas vieux, hein. En 97, il disait ça à la télévision soviétique. Russe, pardon. Alors maintenant, l'homme moderne. Pour moi, la femme idéale, c'est la femme corrézienne. Celle de l'ancien temps. Dure à la peine, qui sert les hommes à table, s'assied jamais avec eux et qui parle pas. Ça, c'est en 78. Le travailleur français et sa femme, qui ensemble gagnent environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM, entassé, une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler, si vous ajoutez le bruit et l'auteur, le travailleur français sur le palier devient fou. Et c'est pas être raciste de dire ça. Non, c'est pas être raciste, bien sûr. Si Le Pen dit ça, il va directement en prison. Mais quand Chirac le dit le 19 juin 1991, c'est une aimable plaisanterie. Il était bourré en plus, ce jour-là. C'était trop désaltéré. Chirac voyageur. Le Canada est un vaste pays, terre des peuples autochtones. Pas comme les autres, hein. C'est le Canada qui est la terre des peuples autochtones. Les autres pays, rien à voir. Terre des peuples autochtones et des Inuits, où l'anglais et le français se côtoient. Un pays qui perfectionne l'art de vivre ensemble dans un esprit de paix et de tolérance. Vous savez, c'était De Gaulle qui avait dit Fécamp, port de mer et qui entend le rester. Alors ça, il est complètement gaulliste, Chirac. En Bolivie. Chers amis de Bolivie, et en particulier de tous les jeunes de ce beau et grand pays, je vous remercie de tout cœur de votre accueil, qui restera dans ma mémoire comme un grand moment. Et merci à vous, Monsieur le Président, qui venez de me remettre le Condor des Oraux. Le Condor. Réveille-toi, camarade. Et si les dieux sont avec nous, peut-être aurons-nous le privilège de voir la Bolivie et la France en finale de la Coupe du Monde à Paris. Donc il va en Bolivie en voyage officiel. Et que sa seule idée, c'est que la Bolivie joue la Coupe de France. Enfin, joue la Coupe du Monde. Voilà. Mais je vous rappelle qu'il l'a dit précédemment, il y a beaucoup de choses que j'aime à part le football et la bière. Et alors, en Russie, je crois qu'en Russie, il y a des gens sérieux et des gens qui ne sont pas sérieux. C'est de plus en plus la même chose en France. Ça, c'est 24 septembre 1997. J'invente rien, hein. Bernadette et moi-même nous réjouissons à la perspective de découvrir le Nunavut et de rencontrer ses habitants. Notre courte visite nous permettra d'entrevoir la beauté de ces paysages, notamment le site grandiose de Pangliknuk. Ça, c'est le 6 septembre 1999. Je ne sais pas où c'est tout ça, le Nunavut, Pangliknuk. Enfin. Chirac en philosophe politique. Un chef, c'est fait pour cheffer. Juin 1992.
En politique comme dans la vie, il en va souvent ainsi. Quand on n'a pas ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on a. Aucun régime ne peut durer sans adhésion du peuple. Et il arrive qu'inévitablement un moment où les hommes et les femmes n'acceptent plus les mensonges et secouent le joug. Je suis venu dire aux Français qu'il est temps de renoncer au renoncement. Vous avez une école de pensée en France depuis longtemps et qui s'est toujours attaquée aux structures même de la société, qui veut casser l'État. Eh bien moi, je ne laisserai pas casser l'État. Beau ça. Ce n'est pas en humiliant, ce n'est pas par arrogance, c'est par la capacité d'expliquer et de convaincre. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette capacité, moi, je l'ai. Je l'ai depuis longtemps, et je n'ai pas observé que ça réussissait si mal. Ça, il a dit ça à Ho Chi Minh Ville, le 13 septembre 97, donc novembre 97. Je suis venu redire que la politique n'est pas seulement l'art du possible, et qu'il est des moments où elle devient l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Et vous allez voter pour ça? Vous êtes toqués, les mecs. Lucide. Prenons un paquet de biscuits qui coûte 4,80 francs. Je dis n'importe quoi, peu importe. Jospin, il croyait qu'un pain, ça coûtait 7 euros. Lui, il croit qu'un paquet de biscuits, ça coûte 4,80 francs. Si vous trouvez des paquets de biscuits à 4,80 francs, vous me faites signe, parce que justement, j'aime bien les biscuits. Et puis alors, il dit encore. Puis un jour, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les hommes ont dit « Mais c'est idiot, il faut mieux engager un processus de paix durable et organisé. » La dissolution. Je ne dis pas du tout que je n'aurais pas dû la faire, même si naturellement j'aurais préféré un résultat différent. Je me suis fixé comme objectif à la fois de moderniser et d'adapter la France qui en a besoin, et aussi de renforcer sa cohésion sociale. Nous avons tous constaté qu'à la fracture sociale s'ajoute aujourd'hui une distance croissante entre le peuple et ceux qui ont vocation à le représenter. Autrement dit, à la fracture s'ajoute la fracture. Voilà. Et puis alors à propos de l'écologie, c'est certainement qu'il faut mettre de l'écologie dans les partis, ça fait pas l'ombre d'un doute. Mettre de l'écologie dans les partis. Longtemps affaire de spécialistes, la protection de l'environnement est devenue un impératif éminemment politique qui concerne la cité planétaire tout entière. La cité planétaire. Il s'agit de faire prévaloir une certaine conception de l'homme par rapport à la nature. Je vais m'arrêter là parce que... Vous pourrez bien... Pour vous faire reprendre votre souffle, on va relire quelques messages d'auditeurs, si vous voulez. Oui, c'est ça, j'allais vous le demander. Alors, un auditeur, je nourris des craintes au sujet de Jean-Marie Le Pen. Je ne suis pas voyant ou médium, je ne crois pas à ces choses-là, mais j'ai l'intuition que certains vont essayer d'assassiner Jean-Marie Le Pen lors de la manifestation du 1er mai. Peut-être que ça m'est venu à l'esprit à cause de ce qui s'est passé à Nanterre. J'ai entendu ça tous les ans depuis 20 ans. Et une auditrice, pour qu'on précise sa pensée, ne pensez-vous pas que Jean-Marie Le Pen devrait annuler le défilé du 1er mai, sachant que des provocateurs seront forcément infiltrés? Jean-Marie Le Pen est attaqué par les journalistes sur le gros problème qu'il a créé en parlant de préférence nationale. Cela semble être un scandale de vouloir la préférence nationale. Mais il devrait leur dire que cette préférence nationale existe dans des États démocratiques comme les États-Unis. Le taux d'étrangers dans leurs entreprises a été ramené à 10% depuis le 11 septembre 2001. Un auditeur, j'estime que la France est en danger et que la terreur a déjà commencé. Non, enfin la terreur, vous avez 10 000 gosses qui se baladent dans la rue en criant, parler d'une terreur, on est quand même loin du compte. Autre version, extrait très intéressant d'une dépêche AFP d'aujourd'hui sur Garges-les-Gonesse. Au détour d'une barre, un Le Pen fils de pute orne un mur. Pourtant, peu de tags ont fleuri dans la cité. Il y a un effet élection évident. J'ai senti une nette différence chez les jeunes qui sont calmés. Le résultat de dimanche leur fait peur, estime un policier qui souligne un calme miraculeux. Mais là, il faut lire le bouquin de Maud Marin. Il y a une histoire comme ça où elle raconte comment une terreur, un beurre, vraiment une terreur qui terrorisait la juge d'instruction qui l'interrogeait. Quand il est arrivé dans le cabinet du juge d'instruction et qu'il a appris la dernière fois, aux dernières élections, que Le Pen avait fait 15%, il était effondré. C'était liquéfié littéralement. Parce qu'il avait peur. Voilà, c'est tout. Il n'y a même pas besoin de se servir du bâton, il suffit de le montrer.
C'est pour ça c'est complètement ridicule de croire que ces gens-là vont mettre le pays à feu et à sang. Serge de Beketch est de mauvaise foi. C'est pour les lycéens qui préparent l'option guérilla urbaine pour le prochain bac que l'éducation nationale organise des manifestations spontanées. Ça, je n'avais pas pensé à ça. Savez-vous que le maire de Paris, Delanoë, est aussi entré en résistance? Sur la porte vitrée de son immeuble, au 17 rue de Sèvres, il a apposé un non à Le Pen. Il distribue des sacs à crottes, le maire de Paris. Vous avez vu ça? Il a fait fabriquer des petits sacs, des tout petits sacs qui ressemblent à des bourses. Ça le connaît. Et c'est pour mettre de la crotte de chien. Alors on est censé ramasser la crotte et la mettre dans le petit sac. Je ne sais pas ce qu'on va en faire après. Je préfère pas me... Mais voilà, c'est à ça qu'il s'occupe de Delanoë. C'est quand même des curieuses obsessions. Hein. Chirac, hier soir, à la TV, pour son meeting de Rennes, en entrant sur la scène, a fait le signe de détresse maçonnique, les deux mains réunies au-dessus de la tête. Chevènement le faisait à la fin de tous ses meetings, systématiquement. J'ai voté Maigret, je voterai Le Pen, ajoute cet auditeur. On entend beaucoup de journalistes... C'est la moindre des choses. On entend beaucoup de journalistes du système, comme hier sur France 2, reprocher à Jean-Marie Le Pen ses déclarations relatives à l'affaire du détail. On reproche moins à Jacques Chirac ses déclarations sur le bruit et les odeurs. Serge de Beketch peut-il préciser, concernant l'affiche de la Poste de Clignancourt, que l'auditeur a obtenu de faire retirer la une de Libération affichée mardi en téléphonant à la DRH du 18e arrondissement de Paris en menaçant de faire fermer ses 3 comptes à la Poste. Merci, nous dit cette auditrice, de nous donner du tonus. Hier, on aurait dû avoir sur M6 une émission 5 ans avec lui. Les candidats prévus, bien sûr, étaient Chirac et Jospin. Mais là, hier, à la place, on a eu un film. Et quel film? C'est très rigolo, ça. Les gars, ils avaient... En plus, c'est des imbéciles, parce que... Oui, c'était annoncé. Ils le savaient absolument. Attendez. Je vais vous donner une information exclusive. Toute la classe politique et toute la classe médiatique savait absolument que Le Pen serait deuxième. Ils le savaient depuis le milieu de la semaine. Moi, je l'ai su vendredi à midi. Et vendredi à midi, j'ai envoyé un mail à tous mes amis en disant, voilà, prenez date, voilà ce qui va se passer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et le directeur d'un institut de sondage qui travaille en exclusivité avec un patron de journal que je connais, qui lui a expliqué la chose suivante. Il lui a dit, Le Pen fait... Ça se passait mardi. Il lui a dit, Le Pen fait 6% en données brutes. Nous savons, nous, que pour connaître le score de Le Pen, il faut appliquer un coefficient multiplicateur de 3. Donc nous savons qu'il va faire 18. Mais tous les patrons d'instituts de sondage ne veulent pas publier ce résultat parce que ça le fait passer devant Jospin et qu'on nous accuserait de prendre parti en faveur de Le Pen. Et ça, personne ne le veut parce que les sondages politiques, pour nous, c'est de l'argent perdu, mais qui nous permet... qui nous sert de vitrine pour les sondages sérieux, sondages industriels, commerciaux, etc. Donc personne ne veut prendre le risque d'avoir une mauvaise image. Par conséquent, écoutez bien ça, nous nous sommes tous mis d'accord pour appliquer un coefficient multiplicateur de 2. Et effectivement, ils ont tous annoncé Le Pen autour de 12%. Et il était particulièrement mécontent, ce bonhomme, parce qu'il y a un type de la bande qui a bouffé la consigne. Il n'est pas idiot, lui. Il a dit, ils vont tous annoncer 12, et moi je vais annoncer 14. Et comme ça, je serai plus proche de la vérité, et pour ma pub, c'est très bon. Parce que je pourrais dire après, vous voyez, quand tout le monde annonçait 12, moi j'ai annoncé 14, et Le Pen a fait 17. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a un journal qui a publié un sondage où Le Pen était donné à 14. Et les autres sont foudrage. Ils lui en veulent énormément, parce qu'ils considèrent qu'il a trompé leur confiance. Eux, ils ont trompé la confiance de tous les Français, ça n'a aucune importance. Mais à l'intérieur de la mafia, ça ne se fait pas, ce genre de choses. Voilà exactement ce qui s'est passé. Donc tout le monde était au courant que Le Pen était deuxième. Lui-même le savait. Mais les autres le savaient alors d'une façon certaine. Et notamment les gens de la télévision. Ils étaient prévenus. Ils ont besoin de le savoir pour monter leurs émissions, pour monter leurs programmes.